Tout commence par une prophétie. Pour ses 13 ans, Fool se fait tirer les cartes par sa sœur Ruby. On découvre avec lui le 9 d'épée, le jugement, la mort et le diable, qui annoncent ensemble une succession d'épreuves et de souffrances auxquelles le personnage devra faire face. Le tirage est complété par la carte du fou qui représente le jeune homme. See? That's where I got your nickname. Don't remind me. Here you go, 13 today. The golden-haired birthday boy is setting off on life's big adventure. I ain't no golden-haired nobody. Now I'm going off to a 7th grade. Well, you the fool and you can't escape that. That ain't bad. No? No, ain't the stupid kind of fool. Only the ignorant kind, because you're just starting out. That's better, I guess. Oh, but look here. Already he's got a problem, see? One step in front, the drop-off. À la fois première et dernière du cycle des arcanes majeures, elle annonce l'aventure. Une quête initiatique durant laquelle Fool abandonnera l'ingénuité de l'enfance et ressortira de l'autre côté, grandi et transformé. Sorti sur nos écrans en 1991, The People Under the Stairs est le 10e film de Wes Craven. Après Shocker, c'est son second long métrage produit par le studio Alive Films, à qui l'on doit également Prince of Darkness et They Live, deux des meilleurs films de John Carpenter. Le film de Craven raconte donc l'histoire de Fool, jeune garçon afro-américain vivant avec sa famille dans un ghetto de Los Angeles. Lorsque sa famille et sa mère malade sont menacées d'expulsion, il ne voit d'autre solution que de s'introduire dans la maison de ses riches propriétaires pour y dérober un trésor. Avec 2 complices, il pénètre facilement la mystérieuse demeure avant de réaliser que le plus dur sera d'en sortir. Piégé dans cette forteresse, Fool est soudainement catapulté dans un véritable cauchemar et découvre avec horreur des enfants retenus prisonniers dans les profondeurs de la maison. Commence alors pour le jeune garçon un véritable voyage initiatique qui se pare des attributs du conte, que ce soit dans son évocation du merveilleux ou dans sa portée morale et philosophique. En effet, l'histoire de ce jeune garçon fait prisonnier par un couple anthropophage n'est ni plus ni moins qu'une variation autour d'Hansel et Gretel, célèbre conte du 19e siècle popularisé par les frères Grimm, qui raconte l'histoire de 2 frères et sœurs affamés capturés par une sorcière cannibale. En 2020, Osgood Perkins propose une lecture féministe ambitieuse mais inaboutie de ce récit populaire dans son film Gretel and Hansel. Une transposition à l'écran hyper stylisée formellement qui, malgré son scénario un peu creux, embarque le personnage de Gretel dans un mouvement d'émancipation semblable à la trajectoire du jeune Fool dans The People Under the Stairs. Dans le film de Wes Craven, comme dans Gretel and Hansel, c'est la précarité financière des personnages qui les met en mouvement. Comme nous l'avons évoqué précédemment, Fool et sa famille risquent l'expulsion de cet immeuble délabré et squatté et ne disposent que de 3 jours pour s'acquitter du loyer dû. Le cambriolage apparaît alors comme une solution désespérée pour faire face à la misère. Dans le conte allemand, c'est la pauvreté et l'impossibilité de se nourrir qui poussent les enfants à s'aventurer dans la forêt et à pénétrer l'inquiétante maison de la sorcière qui regorge de victuailles appétissantes. Si les motivations des antagonistes diffèrent, on retrouve néanmoins dans le film de Craven un thème récurrent du conte, l'anthropophagie. Le personnage du propriétaire nourrit les enfants séquestrés dans la cave avec les cadavres des intrus et ne résiste pas lui-même à la tentation d'un morceau de chair crue. Le réalisateur subvertit au passage la figure de l'ogre, personnage récurrent du merveilleux, traditionnellement laid et repoussant. Dans le film, ces 2 figures du mal, sobrement nommées Man et Woman, cultivent leur image idéalisée d'un couple américain des années 50 qui leur permet de dissimuler habilement leur nature monstrueuse. Pour finir, les 2 films convoquent des morales voisines, révélées par l'évolution des personnages principaux. En effet, Fool, comme Gretel, apprend au cours de son aventure à prendre ses responsabilités et que tout choix comporte une part de renoncement. À la fin du 2e acte de The People Under the Stairs, Fool réussit finalement à sortir de cette maison cauchemardesque, à fuir à toute vitesse et à rentrer chez lui.
Il pourrait alors en toute logique se satisfaire d'être rentré sain et sauf. I was just telling Mama that I did something wrong. Real wrong. And now I gotta do something right. I done tarot cards on you again. They come up real scary. Don't go messing with them people again. Mais il décide de retourner d'où il vient, se sentant responsable du sort des enfants encore retenus prisonniers. Somebody has to. And maybe that means me. Dans le film de Perkins, c'est Gretel, l'aînée de sa fratrie, qui sauve son petit frère à l'aide de ses pouvoirs naissants. Elle décide ainsi d'embrasser pleinement sa condition de sorcière, consciente qu'elle ne pourra s'exprimer que dans une vie solitaire, loin de ce frère qu'elle aime tant. I have my own power to nurture. I'll help it to grow, and trust that I'll know what to do with it. I know that the choice is mine. I could feed it darkness, or give it plenty of light. L'autre texte appartenant au genre du conte duquel on peut rapprocher le film de Craven n'est autre qu'Alice in Wonderland de Lewis Carroll, publié en 1865. Le livre raconte l'histoire d'Alice, une petite fille curieuse qui, en s'engouffrant dans un terrier à la poursuite d'un lapin en redingote, se retrouvera projetée dans un monde surréaliste et inquiétant. On retrouve dans The People Under the Stairs cette même idée d'un passage entre deux mondes, symbolisé ici par les galeries étriquées logées dans les fondations mêmes de la maison. C'est en les empruntant que Fool atterrira dans une partie secrète de la demeure, qui lui apparaîtra comme un reflet déformé et inquiétant du premier étage. Les deux œuvres traitent également en sous-texte des rapports entre les adultes et les enfants et des méthodes d'éducation de l'époque. Alice has been bad. Chez Craven, les personnages du couple de frères et sœurs incestueux cultivent une obsession pour les bonnes manières et la soumission docile de leur fille adoptive, Alice. Remember not to bruise her face. Bad girls. Burn in hell. Une autorité incarnée par la maxime « See, speak and hear no evil », qui fait office de loi suprême dans ce foyer dérangé et qui semble avoir profondément marqué l'enfance de Craven. Everett standing in front of the sign that says children should be seen but not heard. And I remember being 5 years old in the back of a car coming home from church and being driven by one of my mother's friends. And her friend said, you know, Wes is so quiet. And my mother said, oh, he's the best kid. You hardly know he's there. And that was, to me, it was, you know, I was the third child and my mother's world was getting harder and harder. My father had left and then died. And the message I got was just stay as invisible as you can, you know. See no evil, hear no evil. Right. That was kind of the way I was raised, you know. D'origine asiatique, cette ligne de conduite censée guider vers le bonheur fut peu à peu détournée pour signifier le manque de responsabilité morale de celui qui feint de ne rien voir, de ne rien entendre et de ne rien savoir. Not a single waddle will we sow. We're so very, very good. Wouldn't be bad if we could. Speak no evil, see no evil, hear no evil, no. Une maxime renvoyant à notre lâcheté, ici vivement critiquée par le réalisateur qui montre avec ce couple de personnages dont le vernis se fissure, comment le refoulé finit toujours par ressurgir. What do I do with it, Mommy? It is time to clean house. Total spring cleaning. Le personnage de Woman, qui se rêve en mère épanouie de sa petite fille modèle, mais n'envisage pas l'enfance autrement que sous l'angle de la soumission à ses propres désirs et à son autorité, trouve un écho chez Carol dans le personnage de la reine de cœur. What is your name, child? My name is Alice, so please your majesty. Off with her head! Off with her head! Nonsense. Off with her head! Despote tyrannique qui entend dresser Alice à la baguette,
Elle est un moyen pour l'écrivain de critiquer l'Angleterre du XIXe siècle, rigide et hiérarchisée, qui réservait à la jeunesse une éducation impitoyable, marquée par une obsession de la bonne conduite et de la discrétion, et où les châtiments corporels étaient monnaie courante. Un siècle plus tard, Wes Craven ne peut que constater les dégâts d'une éducation qui refuse de considérer les enfants comme des individus à part entière. Pour finir, il n'est pas interdit de penser que le cinéaste américain fait directement référence à l'œuvre de Carol en nommant le personnage de la jeune fille Alice. Le film tout entier pourrait être interprété comme une suite aux aventures d'Alice, dans laquelle la jeune fille aurait été faite prisonnière par la méchante reine et où le pays des merveilles aurait fini par révéler sa vraie nature rance et macabre. Si Wes Craven emprunte la forme du conte, c'est pour mieux faire de son film un cheval de Troie abritant sa pensée politique protestataire. L'idée même du film est inspirée d'un fait divers de 1978 concernant 2 Afro-Américains cambriolant une maison dans un quartier résidentiel. Alertés par les propriétaires, la police découvrira sur place 2 enfants séquestrés par leurs parents. Marqué par cette lecture, le réalisateur fera de cette ironie grinçante le cœur de sa fable politique. L'opposition entre la ville et la banlieue sert de métaphore évidente des inégalités économiques qui séparent l'Amérique en deux, division fondée sur la couleur de peau pour distinguer ceux qui possèdent de ceux qui n'ont rien. You stolen the children from our community for your own sick needs. There's no community here. All I see are a couple of... L'occasion pour le cinéaste de démanteler méthodiquement les valeurs fondatrices des États-Unis, du droit à la propriété, à l'accès aux armes, en passant par l'égalité et le capitalisme. En effet, The People Under the Stairs est avant tout une histoire de lutte des classes. Comme nous l'avons vu précédemment, Fool et sa famille appartiennent à la frange la plus pauvre de la population, pour qui l'accès aux soins ou à un logement digne n'est pas chose aisée. Contrairement au couple antagoniste qui incarne parfaitement ce droit fondamental à la propriété, ce home sweet home cher à l'oncle Sam. Propriétaire du bloc dans lequel vivent Fool et sa famille, ainsi que du liquor store qui vend de quoi oublier la misère, Man et Woman jouissent littéralement de leur pouvoir foncier et sont bien décidés à le faire valoir par tous les moyens, même si cela implique de sacrifier les plus démunis. One last family in the Lenox Avenue building, then it's clear to tear down. We build a nice, neat condominium, we get clean people in there. Lots of nice wood for my fireplace, lots of nice... Money. And money. Wes Craven nous présente l'envers de cette image d'Épinal de l'Américain tondant le gazon de sa demeure résidentielle devant laquelle trône sa voiture flambant neuve. Elle est une fiction qui nie la réalité des inégalités sociales. La maison du film est d'ailleurs une parfaite allégorie de la société américaine dans sa verticalité. En haut, les dirigeants, blancs, riches et libres. À la cave, les pauvres, les minorités, enfermés et aliénés. Le film résonne également avec la situation actuelle aux États-Unis concernant les inégalités raciales. Ces dernières années, les meurtres de citoyens noirs américains par des policiers blancs ont occupé une part plus importante de l'espace médiatique et une partie de l'opinion publique commence à questionner la légitimité des lois permettant l'usage des armes à feu pour se défendre. On se souvient tristement du cas de Trayvon Martin, jeune homme noir abattu à bout portant par George Zimmerman en 2012. Lors de son procès, le tireur invoqua la Stand Your Ground Law, littéralement « défendez votre territoire ». Give me a shred of evidence that contradicts that he had any other option. Et fut déclaré non coupable, We, the jury, find George Zimmerman not guilty. Provoquant une vague d'indignation dans tout le pays. De nos jours, on imaginerait presque le couple raciste de The People Under the Stairs, acclamé en héros par la police et la presse conservatrice pour avoir abattu un homme noir dans leur salon. À travers la rage assassine et la détermination décomplexée de ces personnages à défendre leur résidence, Wes Craven met en garde contre les dangers inhérents à ces lois, légitimant la violence armée. On notera également qu'en 1991, le film fait figure d'exception en prenant un jeune garçon noir comme personnage principal. Mais s'il est toujours aussi pertinent aujourd'hui, le film n'en demeure pas moins ancré dans son époque en se présentant comme une satire de l'Amérique puritaine de Ronald Reagan.
As president, Ronald Reagan evoked a simpler place and a simpler time. Everett McGill et Wendy Robbie incarnent ensemble une version déjantée du couple présidentiel formé par Ronald et Nancy Reagan. Embarqués dans une folie répressive religieuse et une sexualité déviante, ils donnent à voir une version particulièrement pervertie des valeurs américaines conservatrices prônées par le 40e président des États-Unis. You should have let me kill her. You stay away from Alice. She's a whore. Le cinéaste questionne les limites d'une existence modelée par l'indépendance, la vie privée et le consumérisme. Il critique également cette propension très catholique à nier la réalité de ce qui nous dérange pour en annuler simplement l'existence. Cette vision rétrograde de la famille et du foyer ne fait qu'alimenter une funeste supercherie et contamine progressivement les membres de cette famille incestueuse morbide. Derrière les murs de cette maison idéale, c'est le rêve américain lui-même qui pourrit tout doucement. Et Wes Craven constate amèrement que ce sont ces personnages de maniaques coupés du monde réel, enfermés dans un fantasme de pureté mortifère, qui ont l'Amérique entre leurs mains et distribuent les cartes. And she can burn in hell. Both of them. Cette critique d'une Amérique blanche aisée qui ghettoise les minorités afro-américaines résonne d'ailleurs étrangement avec l'histoire de la maison où le film fut tourné. Située dans le quartier de West Adams, la résidence Thomas W. Phillips appartenait au début du XXe siècle à l'actrice Butterfly McQueen, remarquée en 1939 pour sa performance de Prissy dans Gone with the Wind. En 1945, les propriétaires blancs du quartier tentent de chasser la population noire de West Adams en exigeant l'application de clauses raciales restrictives en matière de propriété foncière. Hattie McDaniel, oscarisée pour son rôle de Mama dans Gone with the Wind et voisine de McQueen, prend alors la tête d'un groupe de résidents noirs du quartier, combat les blancs devant les tribunaux et obtient gain de cause. Il est troublant de constater que bien avant que Wes Craven y pose ses caméras, le cinéma s'était déjà infiltré dans les murs de cette demeure pour y jouer un important combat social en forme de préquel imaginaire, dans lequel des propriétaires blancs craignant pour leurs privilèges tentent d'infiltrer la maison d'une femme noire pour l'en expulser. Presque 50 ans plus tard, en 1991, les luttes contre les discriminations raciales sont loin d'être remportées, et le cinéaste réinvestit les lieux d'une fable politique nouvelle, dans laquelle la communauté noire s'introduit chez ces bourgeois blancs étourdis de leurs fantasmes suprémacistes pour leur arracher ce qui lui revient de droit. If these had come from anybody else, I'd tan your hide and make you take them straight back. You know that? Yes, sir. En plus d'être chargée politiquement, la maison joue un rôle prépondérant dans The People Under the Stairs et peut être considérée comme un personnage à part entière. Le film prend un malin plaisir à nous dérouler tranquillement la géographie du lieu, sans qu'on puisse jamais véritablement parvenir à en délimiter les contours. Un vertige nous prend face à cette accumulation invraisemblable de pièces et de couloirs enchevêtrés qui méprisent toute vraisemblance spatiale. L'horreur naît alors de cet espace rapiécé, augmenté, qui glisse d'un état architectural mathématique à celui de cauchemar informe et infini. Grillages, cadenas, portes blindées, tout participe à faire de la maison une véritable forteresse de laquelle même les mouches ne peuvent s'échapper et dont Fool sera le prisonnier. Why do you think they do that? Fréquemment filmé en plongée, le garçon apparaît alors au spectateur comme un rat enfermé dans un labyrinthe. Prisonnière également, l'existence d'Alice tout entière est circonscrite à ses murs, et le monde extérieur est un concept qui dépasse son entendement même. Neighborhood? Our neighborhood. You know, outside. Well, that's outside, not in here. So you get outside, don't you? You saying never? Can't get out. No one ever has. Craven opère avec ce film un renversement des codes du home invasion, genre réactionnaire qui voit la figure de l'étranger malfaisant envahir l'espace domestique et perturber la quiétude de ses habitants. Le personnage de Woman fait d'ailleurs directement référence à cette configuration lorsqu'elle confronte les policiers pour la première fois. It's as if we're the prisoners and the criminals roam free. Or, ce sont eux les criminels, et Fool se chargera de libérer les prisonniers enfermés dans la cave.
La structure du film opère ce basculement dès la 30e minute, à partir de laquelle il ne s'agit plus pour Fool de s'introduire dans les lieux, mais bel et bien de s'en échapper. La suite du film consistera alors en un jeu du chat et de la souris entre le jeune garçon et le couple assassin déjanté. Une des grandes réussites du film tient d'ailleurs au casting de ces deux personnages, respectivement interprétés avec brio par Everett McGill et Wendy Robbie, qui campaient déjà un couple dans la série Twin Peaks de David Lynch. Love me. You bet. Leur réunion à l'écran, dans The People Under the Stairs, prend alors des allures de miroir déformant, comme si ce couple rongé par la culpabilité et la jalousie chez Lynch avait fini par sublimer ses névroses dans la violence et la sexualité masochiste chez Craven. Le jeu outrancier des deux acteurs est jubilatoire et permet au film de révéler graduellement toute la folie et la haine qui sommeillent en ces deux personnages obsédés par le contrôle. Le réalisateur souligne leur performance par l'emploi de gros plans en courte focale qui déforment un peu plus les traits habités des visages de ses acteurs. L'excès et la folie qui transpirent des compositions de McGill et Robbie est sans doute ce qui permet d'ailleurs au film de dépasser cette tension hésitante entre horreur et comédie. Le réalisateur semble en effet vouloir effectuer une synthèse improbable de Home Alone et de House of Usher, avec ce mélange de pièges amusants à la Rube Goldberg, et ces décors gothiques dans lesquels évoluent des personnages à la folie latente. Un ton déroutant qui ne laisse jamais vraiment le temps au spectateur de s'imprégner de l'atmosphère des scènes, mais qui finit par véritablement trouver son équilibre vers le milieu du film, lorsque les acteurs lâchent les curseurs et que le film s'élance alors sans retenue dans un délire total où la violence extrême tourne à la caricature salvatrice. Le pinacle de cette folie étant atteint dans la dernière scène du film, dans laquelle la maison explose et vomit littéralement l'argent, l'or et les enfants mutilés et séquestrés par le couple de déséquilibrés. Toutes les névroses sagement consignées dans les profondeurs de la maison et dans la psyché de ses habitants jaillissent dans une déflagration joyeuse sur les trottoirs de la banlieue blanche et proprette de West Adams. C'est alors que peut finalement retentir la chanson Do the Right Thing du groupe Redhead Kingpin and the FBI, composée et non retenue pour le film éponyme de Spike Lee. Dans ce grand final allégorique, les enfants sont libérés et l'argent est redistribué à la communauté noire. Transformé par les terribles épreuves traversées, Fool a grandi et peut retourner auprès des siens, satisfait d'avoir fait the right thing. Même s'il bénéficie de la sympathie des amateurs de genre, The People Under the Stairs n'a jamais gagné l'aura des classiques du maître comme Scream ou A Nightmare on Elm Street. C'est pourtant un film singulier et plein de charme qu'on aimerait réhabiliter, tant les thèmes qui le traversent sont encore au cœur de notre actualité. En 2020, l'annonce d'un projet de remake produit par Jordan Peele et sa société Monkey Paw Productions retentit discrètement dans la communauté des cinéphiles. Dirigé par le nouveau fer de lance du cinéma noir américain, cette nouvelle version devrait permettre au film de Craven de finalement gagner la postérité qu'il mérite.